Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Patrimoine 24 organisé ce mois-ci sur une classe d'actifs un peu différente de l'habitude, donc le private equity. Longtemps considéré comme une classe d'actifs dédiée à des investisseurs institutionnels ou ayant des seuils d'accès assez élevés, le private equity en un second temps était connu via des véhicules fiscaux ayant eu des résultats plus ou moins satisfaisants. Cependant, les rendements constatés sur cette classe d'actifs, la volonté du législateur de drainer l'épargne des particuliers au capital des entreprises, les efforts réalisés par les assureurs pour référencer des fonds de ce type ont enfin permis de démocratiser cette classe d'actifs. Parmi ces différentes initiatives, nous allons aujourd'hui nous intéresser plus particulièrement à celle des fonds de fonds avec deux intervenants experts de cette classe d'actifs. Anne Wigdepointe de la maison Sagard. Anne, bonjour. Vous êtes associée chez Sagard et vous co-dirigez le fonds NewGen depuis sa création en 2020. Vous bénéficiez d'une quinzaine d'années d'expérience dans l'investissement, d'abord multisectoriel au sein de l'équipe Midcap de Sagard, avant de vous spécialiser dans les domaines de la technologie et de la santé et de lancer Sagard NewGen, le fonds dédié à ces deux secteurs en Europe. Avant de rejoindre Sagard en 2007, vous avez débuté votre carrière chez KPMG au sein de l'équipe Transaction Services de Paris, avant de rejoindre ensuite les équipes Investment Banking de la Deutsche Bank. Vous avez notamment participé à de nombreuses transactions dans le secteur des TMT, techno, médias, télécom. Agnès, vous êtes diplômée d'HEC Paris. Bonjour Agnès. Bonjour Alors Guillaume. pour nos auditeurs, on va tous se tutoyer. Ça sera beaucoup plus simple parce qu'on fait semblant de se vouvoyer. Pour la maison Pécan, Sassane Golshani. Sassane, bonjour. Tu as commencé ta carrière au sein de Richelieu Finance en 2001 où tu as pris la tête de la direction des partenariats, puis la direction du développement chez KBL Richelieu. Tu en as été administrateur de la société de gestion du groupe suite à la fusion en 2009. En 2011, tu deviens président de la société de gestion de portefeuille du groupe Global Equity à Paris. Tu étais associé au sein de la société de gestion SPGP à Paris et à Londres entre 2013 et 2015. Tu reviens à Paris en 2017 pour être associé chez Nexo Capital, le spécialiste des solutions d'investissement alternatifs de la plateforme Norcia du groupe DLPK. Et enfin, depuis la création de Pécan en mai 2021, tu as pour l'ambition avec les équipes d'installer la société de gestion Pécan comme le partenaire de référence pour le private equity auprès des professionnels du patrimoine. Écoutez, merci à tous les deux d'être présents. Je pense qu'on va passer une petite demi-heure ensemble pour parler du private equity, pour parler des fonds de fonds, pour parler des mid-cap, pour parler des investissements en Europe, pour parler d'entreprises et donc d'emploi. Peut-être avant de débuter, pour resituer un petit peu le contexte, Agnès, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous présenter Sagard et puis ensuite, Sassane, je te laisserai reprendre la parole pour présenter Pécan. Avec plaisir. Donc en quelques mots, Sagard est une plateforme d'investissement un peu particulière puisqu'elle a été créée à l'origine à l'initiative de familles industrielles. Il y a déjà plus de 20 ans, au début des années 2000. Donc aujourd'hui, Sagard, c'est une plateforme qui gère 14 milliards, essentiellement sur deux continents, l'Europe et l'Amérique du Nord, à travers 7 bureaux et déjà plus de 300 employés. Sur ces 14 milliards sous gestion, il y en a à peu près la moitié qui sont dédiés aux actifs dits de private equity, c'est-à-dire d'investissement significatif dans des sociétés non cotées au sein duquel la stratégie NewGen sur laquelle on reviendra s'inscrit pleinement. Très clair. Sassane, Pécan, tu nous en redis un mot, s'il te plaît? Oui, Pécan est une société de gestion également qui est vraiment pionnière dans la démocratisation du private equity. Vraiment, l'objectif, c'est de donner accès à ce que tu disais très justement, Guillaume, au potentiel de performance du private equity. Et les chiffres de France Invest, on les connaît, c'est plus de 12% de performance sur ces 15 dernières années. Mais c'est vrai, et tu l'as redit, c'est une classe d'actifs qui était réservée aux institutionnels, c'est une classe d'actifs qui était réservée aux grandes fortunes. Quand on regarde l'allocation des grandes fortunes aujourd'hui, on voit que 20% de leur allocation est dédiée au private equity. Et finalement, l'épargnant français, l'investisseur final était le parent pauvre de cette classe d'actifs. Et donc, Pécan va essayer d'emmener cette classe d'actifs institutionnels auprès des investisseurs privés par le biais de leurs conseils en investissement financier. Et donc, Sagard NewGen, qui est un fonds institutionnel, sera logé dans notre nouveau millésime de fonds Pécan Conviction 2023. Mais ça, j'imagine, mon cher Guillaume, qu'on en reparlera Oui, tout à l'heure. l'idée, ne perdons pas de temps, Sassane, allons straight to the point. Donc voilà, tu commercialises avec les équipes de Pécan, le FCPR Pécan Conviction 2023, qui est un fonds de diversification de private equity, dans lequel, tu viens de le citer, sera notamment logé le fonds NewGen de Sagard. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement ce FCPR?
Et si tu me le permets, Guillaume, je vais faire une petite introduction pour dire qu'il y avait trois grands freins dans l'accès au private equity institutionnel. Un, c'était l'accès. Sagard est très connu des investisseurs institutionnels, mais je suis sûr que les épargnants français le connaissent moins. Donc, il y avait un problème d'accessibilité. Ensuite, il y avait un problème de ticket minimum d'investissement. Il est compliqué d'investir en direct chez Sagard Nugent, à part d'investir plusieurs millions d'euros. Et enfin, il y avait une procédure de souscription qui était assez complexe parce que les auditeurs le savent, on est dans le cadre de fonds d'investissement alternatifs qui nécessitent un parcours de souscription spécifique avec des risques spécifiques. On est dans le cadre du capital investissement. Et donc, Pécan va essayer de résoudre cette équation en proposant notamment un FCPR qui est ouvert aux clients non professionnels, qui est accessible à moins de 100 000 euros, parce qu'en réalité, à partir de 100 000 euros, il n'y a pas de grande démocratisation non plus. Notre FCPR Conviction 2023 est accessible à partir de 10 000 euros et qui permet d'entrer dans la stratégie d'investissement de Sagard Nugent qu'on va détailler plus spécifiquement dans ce webinaire. Notre véhicule est extrêmement simple dans sa composition. C'est 80% de fonds de qualité institutionnelle et nous, on a pris un engagement dans Sagard Nugent. Et ensuite, il y a 20% de co-investissement, c'est-à-dire où on va investir dans des entreprises non cotées, mais toujours aux côtés d'un manager de private equity. L'objectif, c'est d'avoir un véhicule de diversification clé en main pour accéder à ce potentiel du private equity et aux entreprises privées qui ont trop longtemps été loin des investisseurs privés. D'accord, donc très clair. Le FCPR Pécan Conviction 2023, donc c'est un fonds de fonds. Au sein des différentes lignes qu'il va y avoir dans ce fonds de fonds, nous aurons le fonds de Sagard Nugent que vous co-gérez, Agnès. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit focus, une petite présentation sur ce fonds-là, notamment pour nous dire où il se situe dans son cycle d'investissement et puis nous présenter ses principales caractéristiques? Oui, commençons d'ailleurs par la stratégie, parce que dans le vaste monde des fonds d'investissement, on se sous-segmente évidemment beaucoup. Donc, Sagard Nugent, c'est un fonds d'un peu plus de 300 millions. Donc, c'est un fonds qu'on pourrait qualifier dans notre jargon de small mid cap, hein, c'est-à-dire qui investit sur des entreprises qui sont des PME et des ETI européennes. Donc, notre focus, déjà, d'un point de vue géographique, c'est vraiment l'Europe de l'Ouest. Nous, on a une stratégie qui est extrêmement focalisée en termes de secteur. On n'investit que sur deux secteurs, la technologie et la santé, qui sont des secteurs qui sont tous les deux qui ont des sous-jacents forts d'innovation. Mais attention, nous, on n'investit que sur des sociétés matures, c'est-à-dire qui sont déjà profitables, et pas du tout des sociétés qui sont des startups ou qui sont dans le monde du venture, c'est-à-dire qui, quelque part, consomment de la trésorerie pour assurer leur croissance. Voilà. Donc nous, on investit sur des sociétés technologiques et de santé qui sont matures, mais qui sont quand même dans des phases de très forte croissance, c'est-à-dire des croissances de plus de 10% par an, et en moyenne, notre portefeuille est plutôt entre 20 et 30% de croissance annuelle, ce qui signifie des problématiques très particulières de comment est-ce qu'on gère la croissance, comment est-ce qu'on va à l'international, comment est-ce qu'on structure l'équipe, comment est-ce qu'on structure l'incentive également de cette équipe. Voilà, donc aussi bien une spécialisation sectorielle et également en termes de typologie de croissance, hein, en tout cas, et donc des sociétés, je le répète parce que c'est vraiment très important, qui sont déjà profitables et qui génèrent de la trésorerie. Nous, on investit des tickets entre 10 et 50 millions par entreprise, et notre objectif, c'est vraiment de déjà investir sur des secteurs qui sont très bien orientés, qui, grâce à des sous-jacents qui sont eux-mêmes en forte croissance, et ensuite d'investir dans les meilleures sociétés de ces secteurs. Notre spécialisation, c'est d'investir en général auprès des fondateurs de ces sociétés. Elles ont déjà plusieurs années d'existence, et c'est un moment très particulier où les fondateurs, dans la plupart des cas, ouvrent leur capital pour la première fois. Donc, on intervient à ce moment très particulier, et notre objectif, c'est vraiment d'être dans ces meilleures sociétés. Donc, à partir de là, on peut être extrêmement flexible, on sait être minoritaire, mais quand on est minoritaire, on est toujours minoritaire significatif, très important, avec évidemment une représentation au conseil de surveillance, ou majoritaire. La plupart du temps, on est le premier actionnaire non familial, autre que l'équipe de management dans cette société.
Petit dernier point qui est important, en général, dans notre industrie du private equity, on met de ce qu'on appelle de l'effet de levier, c'est-à-dire qu'on met de la dette pour financer c'est une justement ce que j'allais vous opération. poser, c'est ce que j'allais vous poser comme question là. Dans ce contexte de retour de l'inflation, de hausse des taux, voilà, vous allez sans doute en parler là quand vous parlez de la dette. On n'achète plus dans les mêmes conditions avec le même coût des charges de la dette qu'il y a quelques semestres. Ouais, c'est intéressant de savoir comment vous le vivez, puis de manière plus générale, comment le monde du private equity au sens large le vit selon vous. Ah oui, c'est vrai que depuis un an, on a de nouveau un monde un peu différent. Alors, je fais une Ouais. petite parenthèse, hein. Nous, on fait de l'investissement depuis maintenant plus de 15 ans, donc c'est pas complètement la première crise qu'on vit, hein. Non. On a déjà fait les subprimes en 2007-2008, la dette publique en 2011, le Covid. Donc voilà, donc on est effectivement dans un nouvel environnement légèrement turbulent, qui se caractérise dans le métier. Effectivement, un des premiers effets, c'est qu'il y a eu une hausse des taux. Et donc, effectivement, ça a pu un peu ralentir le marché du private equity, qui, on va dire pour les sociétés de taille plus grosse, plus mature, et se fait souvent à travers un achat avec effet de levier, c'est-à-dire avec certes de l'argent en capital, de l'injection en capital fait par les fonds, mais également le recours à de la dette pour financer le code d'opération. Alors, c'est vrai que chez nous, comme on investit sur des sociétés qui sont en forte croissance, même si elles ne sont pas des startups, on met assez peu de levier parce qu'on ne veut surtout pas prendre le risque de mettre en danger cette croissance qui nécessite quand même en général certains investissements, hein, en ressources commerciales, en ressources marketing. Et donc, comme on bénéficie déjà de ces sous-jacents de croissance forts, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de dettes pour générer des retours qui sont en ligne avec ceux du private equity. Mais c'est vrai que de manière générale, dans l'industrie, ça a surtout un peu ralenti le cycle d'investissement. Donc si je résume, cette hausse des taux a un impact plus problématique, entre guillemets, pour les fonds venture que pour les fonds mid-cap. Surtout pour les fonds large cap, je dirais. Oui, Les fonds pardon, venture font pas pour les trop fonds large appel cap à que la pour les fonds mid-cap. Oui. Absolument. Et d'ailleurs, il y Ouais. a eu très, très peu d'opérations dans le large cap Si, on cette l'a vu. année. Alors que sur le small cap et le mid cap, on a quand même vu beaucoup d'opérations parce qu'on a moins, voilà, on utilise moins cet outil. Moins d'effet de levier, bien sûr. Oui. Exactement. Oui, et d'ailleurs, si je peux juste rajouter un mot là-dessus, nous on a une équipe de sélection de fonds qui est dirigée par Kevin Miens, qui était le patron d'Adextra, donc la société de gestion de private equity de la BRED. Et lui, pendant 15 ans, il faisait de la sélection de fonds. Et dans ce nouveau millésime et au regard évidemment du nouvel environnement de marché, il a opté pour un fonds qui est plus orienté mid-cap parce que, Agnès, je parle sous ton contrôle, il y a à la fois les banques qui restent présentes dans le financement sur la partie dette, alors que c'est complètement à l'arrêt dans le large cap, premièrement. Et deuxièmement, vous êtes un peu plus hands-on, pardonnez, pas d'anglicisme, cette capacité à transformer l'actif aux côtés des fondateurs et de l'actionnariat. Et donc, probablement dans la décomposition de la valeur, la part est un peu plus importante pour les gérants de private equity qui, aux côtés des fondateurs, transforment opérationnellement aussi l'entreprise. C'est tout à fait vrai sur les deux plans. Alors, pour finir sur le fait de la dette, en effet, c'est pas tant la hausse des taux, évidemment, elle a un impact sur les rendements, mais c'est surtout l'accès à la dette. Et donc, c'est vrai que sur les plus petites opérations, qui sont peu leveragées, donc parce que par définition, les banques mettent moins de dettes sur des petites sociétés que sur des grosses. En fait, nous, ça a peu impacté notre marché. Donc ça, c'est pour la partie dette. Et effectivement, sur l'aspect comment est-ce qu'on crée de la valeur, ça fait maintenant longtemps que les fonds ont arrêté de juste injecter du capital et attendre que ça tourne en restant tranquillement assis avec d'autres clichés qu'on peut imaginer. En tout cas, notamment chez nous, comme on a été quand même créé à l'initiative par des familles d'entrepreneurs, ça a évidemment instillé un ADN très très fort. On nous demande à chaque équipe, chaque stratégie est extrêmement entrepreneuriale également. Et l'objectif, c'était de mettre évidemment plus que du capital à disposition des équipes qu'on accompagne, c'est de mettre également à disposition beaucoup de ressources. Et ces ressources, elles sont de plusieurs types, de plusieurs natures.
On a, nous, intégré des équipes d'opérationnels avec des compétences très pointues, notamment sur nos deux secteurs, dans les métiers de la tech et de la santé. Et comme on est spécialisé, c'est plus facile d'avoir des ressources dédiées qui sont efficaces et qui ont vraiment un sens opérationnellement parlant pour les entreprises qu'on accompagne, qu'on met à disposition. On a des experts en cybersécurité, on a des experts dans le pricing pour déterminer les prix des services et des produits. On a des experts dans ce qu'on appelle, pardon, encore un anglicisme, le go-to-market, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on accède comment est-ce qu'on fait rencontrer le produit et la demande. On a des experts évidemment ensuite sur des questions plus fonctionnelles, mais qui sont vraiment au cœur des problématiques des dirigeants qu'on accompagne. Ressources humaines, comment est-ce qu'on attire, comment est-ce qu'on retient les talents, également des problématiques qui sont aujourd'hui très très prégnantes dans nos métiers, hein, tout ce qui est autour de l'ESG, hein, c'est-à-dire tout ce qui est la durabilité de nos investissements, aussi bien environnemental que social. Donc on a également des experts à disposition pour progresser sur ces différents éléments. Merci beaucoup, hyper clair Agnès. Si on revient un peu juste pour une manière très basique sur l'environnement dont on parle là, le FCPR Pécan Conviction 2023 est en train de lever de l'argent. Avec cet argent, on va investir dans différents fonds et un peu de co-invest aussi en direct. Parmi les différents fonds que va accompagner Pécan Conviction 2023, il y a le fonds NewGen de Sagard. Il en est à quel stade de développement? Est-ce qu'il a déjà des participations, ce fonds NewGen, ou est-ce qu'il en est dans ce cycle-là? Agnès, je te laisse répondre parce que c'est... Mais c'est une des raisons, je veux pas cacher le suspense, mais c'est une des raisons également pour laquelle on a choisi ce fonds. C'est sûr que comme on est sur des secteurs assez porteurs, donc on a lancé le fonds en 2020, il est déjà investi à plus des 2/3 en réalité sur 8 très belles sociétés qui sont donc dans ces deux secteurs, 6 en technologie et 2 en santé. Avec déjà des belles performances sous-jacentes puisque les premiers investissements remontent déjà à il y a 3 ans. Agnès, moi je voudrais poser une question complémentaire, Guillaume, si tu m'autorises. Bien sûr. Tech et santé, il faut aussi se dire que tech et santé peut être un secteur mature. Tech et santé, les valorisations ont baissé. Donc, pour un fonds comme Sagard NewGen qui déploie sur une longue période, il y a aussi cette capacité à saisir des opérations qui sont relutives d'une certaine façon. Parce que je voudrais pas qu'il y ait une confusion entre le venture et le secteur de la tech. Et ça, peut-être, est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Oui, non, complètement. Évidemment, ça a fait la une des journaux, la bulle de la tech explose, etc. Et c'est vrai, hein, dans le monde du venture, il y a une augmentation très, très importante de la valorisation des sociétés. C'est entre 2020, à partir de la fin du Covid, jusqu'à courant ou fin 2022. Nous, dans le monde des sociétés matures, on n'était pas du tout à ces niveaux de valorisation. Et en plus, ensuite, on pourrait dire qu'en plus, en Europe, on est bien en dessous des niveaux de valorisation qu'on voit aux États-Unis, hein, par ailleurs. Et on pense toujours à Pau, Nasdaq, mais en réalité, en Europe, on est déjà en général un peu en dessous. Quand on regarde un peu qui étaient ces sociétés qui avaient beaucoup cru, puis ensuite beaucoup décru à la bourse, en fait, si on regarde plus précisément, sont essentiellement des sociétés qui justement sont dans ce mode où elles brûlent de la trésorerie pour générer de la forte croissance et elles sont valorisées sur leur croissance et uniquement sur leur croissance. Donc, ce sont vraiment ces sociétés de venture dont on connaît certains noms, hein, qui sont très performantes par ailleurs, mais dont les valorisations, elles ont monté très fort et puis elles sont redescendues très fort. D'ailleurs, il y a une corrélation assez clair entre celles qui avaient vraiment beaucoup monté et celles qui ont beaucoup descendu. Nous, on investit, je vais pas dire que les valorisations, elles ont quand même un peu suivi dans la tendance, c'est-à-dire que c'est sûr que ce sont des secteurs qui sont mieux valorisés qu'il y a 3-4 ans, aussi parce qu'on se rend compte que ce sont des secteurs qui sont porteurs de création de valeur, porteurs de croissance, mais nous concernant aussi de rentabilité. Ce sont aussi des nouveaux business models qui arrivent à maturité. Donc nous, très clairement, nos sociétés, elles sont rentables, elles génèrent de la trésorerie. Elles sont en général toujours été rentables. Nous, les sociétés dans lesquelles on investit, en général, elles sont pas passées par le financement venture. Elles ont été créées de manière rentable, intrinsèquement depuis leur lancement.
Effectivement, nous, on fait très attention, hein, comme dans notre métier, bien investir, c'est aussi faire attention à la valorisation à l'entrée. On fait très attention sur nos valorisations d'entrée et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, nous, on suit évidemment comme le lait sur le feu l'évolution des valeurs aussi bien sur les sociétés cotées que non cotées. Sur nos secteurs, ça a un peu monté jusqu'à fin 2022, ça baisse un petit peu. Comme on a cette particularité d'investir auprès de fondateurs, jusqu'à présent, on a toujours réussi à tenir les valorisations parce que à la fin des fins, le fondateur, il cherche aussi un partenaire, il cherche pas qu'à maximiser sa valeur. Et d'ailleurs, bon voilà, on vient de faire 2 sorties là, début 23 et dans les 2, on a eu un incrément de valorisation en termes de multiples très très fort. Ce qui prouve bien qu'on n'avait pas investi on n'avait pas investi au maximum possible. D'accord, donc déjà 2 sessions au sein de NewGen, alors que le fonds a été lancé il y a 3 ans, c'est assez remarquable effectivement. Merci beaucoup Agnès, c'est très clair pour cette présentation. Sasan, est-ce que tu peux juste en 2 mots nous redire, donc pour le FCPR Pécan Conviction 2023, le nombre de lignes que vous envisagez au sein du fonds, oui. Et puis nous définir un petit peu la stratégie. Est-ce qu'il y aura une homogénéité de typologie de stratégie dans les fonds sous-jacents ou au contraire vous recherchez de la diversification? Et puis enfin, pour terminer, nous dire un petit peu, notamment pour les CGP qui nous écoutent et les professionnels de la gestion de patrimoine, nous dire la manière avec laquelle leurs clients peuvent investir dans ce fonds. Bien sûr. Le maître mot de Conviction 2023, c'est la diversification dans le private equity. Et donc, il y a, vous vous rappelez, une poche de 80% où on va investir dans des fonds de qualité institutionnelle. Il y aura 7 fonds au total qui composeront cette poche. Ce qui est important, c'est qu'il faut décomposer cette poche de 80% en 2 grandes catégories. Des fonds primaires, qui sont en cours de levée. Alors, c'est vrai que le cas de Sagard NewGen, et ce qui fait sa spécificité, c'est qu'il y a déjà eu 2 sorties, donc déjà de la valeur embarquée que l'on retrouvera à l'intérieur du FCPR. Donc ça, c'est intéressant pour les porteurs de parts. Mais on le considère malgré tout comme faisant partie de la première catégorie, donc des fonds primaires. Et puis, notre équipe de gestion a à cœur systématiquement dans des véhicules de ce type de mettre des fonds secondaires, c'est-à-dire des fonds dont la maturité est vraiment très élevée, qui ont déjà 5, 6, 7 ans. Et en fait, lorsque vous combinez dans un fonds de fonds du primaire et du secondaire, il y a un effet bénéfique pour le véhicule en tant que tel, parce que vous allez pouvoir recycler d'éventuelles distributions et vous allez avoir la capacité à amortir la courbe en J qui existe à l'intérieur de ce type de véhicule. Donc, par expérience, puisque Kevin a fait ça pendant 15 ans, il sait qu'il faut combiner fonds primaires et fonds secondaires. Et donc, il y aura 7 fonds au total qui vont composer cette poche. Quant à la partie co-investissement, là, on est extrêmement strict. C'est là où on va en tout cas tenter d'avoir un peu de surperformance, mais sans déséquilibrer le profil de risque de l'ensemble du véhicule. Donc, on a 3 garde-fous. Le premier, c'est que c'est 20% du portefeuille, pas plus. Le deuxième, c'est 4-5 investissements au total. Et le troisième, c'est qu'on ne le fait jamais seul. On le fait toujours avec un manager de private equity, c'est-à-dire que si demain Sagard NewGen nous propose d'investir directement dans une société, mais à ses côtés, parce que c'est les équipes de Sagard NewGen qui seront en charge du management package, du business plan, de veiller au grain, s'ils vont me passer l'expression, si le bateau commence à tanguer, c'est leur métier, c'est pas le nôtre. Nous, on est l'étage au-dessus et on va faire cette sélection pour donner accès à un véhicule très diversifié. Et je terminerai par là, sectoriellement, géographiquement, par manager, par taille d'entreprise et par millésime à l'investisseur pour lui donner accès à ce potentiel de performance. Alors, comment il a accès? Il a accès à travers notre plateforme digitale en nominatif pur, donc de façon totalement dématérialisée et digitalisée. Et il y a accès à travers l'assurance vie luxembourgeois. On a de plus en plus de partenaires
qui loge du private equity à l'intérieur d'un fonds d'assurance spécialisé ou d'un feed, le cas échéant. On a également la capacité, nous, à faire du nominatif administré dans des comptes titres. Voilà aujourd'hui les 3 façons d'appréhender le nouveau millésime de diversification de private equity de Pécan, Conviction 2023, qui est ouvert aux souscriptions depuis le début de la semaine. Bah écoutez, c'est passionnant, on pourra en parler des heures, mais malheureusement, le temps tourne. Merci à vous deux pour cette présentation du fonds, pour cette présentation de vos maisons respectives. Je ne doute pas que les professionnels du patrimoine qui sont intéressés par ce fonds trouveront tes coordonnées, Sassan, pour pouvoir avoir plus d'informations et pouvoir onboarder leurs clients sur la plateforme digitale de souscription. Merci à vous deux. Et puis merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à vous rapprocher de Sassan et des équipes de Pécan pour la suite des opérations. Merci à vous et bientôt.